Nous sommes en décembre 1803. Bonaparte, le premier consul, remet en ordre l'État français après la grande révolution de 1789. Après 10 ans de guerre intérieure et extérieure, la France retrouve une paix très provisoire. Mieux, depuis 1801, Bonaparte a signé un concordat de pacification religieuse qui permet à tous de retrouver ses églises et ses prêtres. Dans la Vendée et dans les Mauges, c'est un immense soulagement. Toute la famille Pinault est réunie autour de la cheminée pour une longue veillée d'hiver. Voici la composition de cette famille paysanne. François Pinault, l'aïeul, et son épouse Périne, la grand-mère. Le père, Alexis Pinault, et son épouse Martine. Leurs enfants, Pierre, Célestine, Maximilien et Georges. Les deux derniers, bébés fragiles en ces temps redoutables, sont déjà couchés. François Pinault, vieux paysan sur les lourdes glèbes de la Gagnerie, savoure la paix revenue. Fini la peur des persécutions religieuses. Fini la peur d'être enrôlé de force dans les armées républicaines pour parcourir les routes de l'Europe ou combattre contre d'autres Français. Fini la peur des colonnes infernales. En 1794, le comité de salut public leur avait donné l'ordre de tuer, de détruire par le feu et par le sang tout ce qui existait dans le pays des Mauges. C'est presque un miracle si l'église paroissiale a été épargnée, si le géant des Mauges pointe toujours sa flèche sur la campagne métaise et si, aujourd'hui, ils sont encore en vie. Oui, en cette veillée d'hiver 1803, la famille Pinault, réunie autour d'un âtre qui donnait chaleur et lumière, voyait un avenir plus serein pour tous ses membres. Dans l'âtre, le feu crépite et le vieux bois gémit d'une voix monotone. Autour du foyer de la maison, rassurant, la famille Pinault se prépare à une nuit de sommeil réparateur après une si longue journée de travail. Même si la nuit tombe vite en hiver, il est encore trop tôt pour se coucher. Les enfants, pleins de leur jeune vigueur, n'ont pas forcément envie de dormir. Voilà pourquoi Pierre, l'aîné des enfants, va briser le morne silence de cette veillée qui, comme tous les jours, allait se terminer par la prière et le chapelet récité en famille. Mère Grand-Périne, quand allez-vous finir pour nous l'histoire de vos parents? Grand-père François nous a déjà raconté plein de choses, mais je voudrais en apprendre d'autres. Par exemple, comment viviez-vous en votre temps? Oh oui! Comment viviez-vous quand vous étiez plus jeune? Tiens, par exemple, je retrouve d'autres filles de mon âge en train de rincer le linge de la maison au lavoir qui jouxte le ruisseau du Cazaux. On raconte que parfois, les nobles n'étaient pas toujours très gentils avec leurs paysans. On dit qu'il fallait leur donner de l'argent pour cultiver les terres dont ils étaient propriétaires. On dit aussi qu'il fallait leur payer un impôt pour moudre le grain au moulin, pour faire cuire le pain au four et faire écraser le raisin au pressoir des nobles pour avoir du vin. Tes amis n'ont pas tout à fait raison. Tu vas voir. Périne, les petits voudraient qu'on leur raconte notre vie au Cazaux avant la grande guerre de Vendée. Oui, mon tendre ami, raconte. Tu me diras où en sont tes histoires et comme ça je pourrai compléter. Je vais commencer par leur raconter notre mariage. Tu te rappelles, ma Périne? Ah ben oui, on s'est mariés à l'été 1770, après de courtes fiançailles. Le roi était encore Louis XV. Nous devions avertir les seigneurs du Cazaux, c'était l'habitude. Ils étaient nos maîtres et c'était des gens importants dans la paroisse du Mai. Le seigneur du Cazaux était à l'époque Louis-Gabriel de Villeneuve. Il devait être invité, lui ou son sergent, c'est-à-dire son homme de loi, à tout mariage célébré dans la paroisse. Il arrivait devant l'église, monté sur une jument blanche, suivi de 4 chiens courants, un épervier ou un faucon sur son poing ganté.
À 5 pas de l'église, il allait vers la mariée et la conduisait dans l'église jusqu'au chœur. Le seigneur, ou son représentant, s'asseyait à la place d'honneur. Il recevait alors 5 sous, un chapon et une paire de gants. C'était comme ça, depuis toujours. C'est la première fois que M. de Villeneuve m'a embrassée. J'étais toute rouge d'émotion. Il était bel homme et avait de la prestance. Mais que faisait-il de tous ces gants blancs? Fichtre, je n'en sais rien. Pourquoi ne passiez-vous pas à la mairie comme maintenant? À notre époque, bien avant la guerre de chez nous, contre les républicains, le curé, Étienne Coulonnier, inscrivait les mariages sur le registre paroissial. Cela suffisait. Il a fallu la Révolution et Bonaparte qui ont remplacé les paroisses par des communes pour que tout change. Ce sont maintenant les nouvelles communes républicaines qui sont chargées de l'état civil. De plus, nous n'étions pas assez riches pour nous attacher les services d'un notaire royal. Il y avait sûrement une fête. Ben oui, c'était un grand jour de réjouissance. Après l'église, nous sommes revenus en calèche, derrière M. de Villeneuve, qui ouvrait le cortège sur son cheval. Le chemin de la gagnerie était décoré de houx, prélevé dans les haies et décoré de roses. François était un beau garçon. Il me plaisait depuis ma plus tendre jeunesse. Puis, quand nous avons pénétré sur le chemin de la gagnerie, 2 ou 3 coups de fusil ont salué notre arrivée. À ce bruit, une grosse gaieté sembla saisir les hommes qui gigotaient dans leurs habits de fête. François quitta mon bras, sauta sur un paysan caché derrière un arbre, empoigna son arme et lâcha lui-même un coup de feu en gambadant comme un jeune poulain. C'était risqué, car qui avait des armes à feu était susceptible de chasser. Nous n'en avions pas le droit. La chasse était réservée aux nobles. Mais M. de Villeneuve possédait des garènes très riches en gibier et tolérait avec bonté notre braconnage. Ces vieilles pétoires nous ont bien servi en 1793 pour combattre les Bleus. Ils nous considéraient comme des brigands qu'il fallait soumettre. Monsieur de Villeneuve nous permettait aussi de pêcher tanches, anguilles dans les douves du château. Il le fallait, car l'Église interdisait et interdit toujours de consommer de la viande le vendredi et pendant tout le carême. Nous n'avions qu'à traverser un beau jardin à la française qui prolongeait les douves pour aller pêcher. Le poisson était abondant. Bref, revenons à notre mariage. La gagnerie était proche. Tout le monde redevenait plus grave, car le repas de noces approchait. Les plus riches étaient vêtus des affutiaux du dimanche. Les moins riches étaient coiffés d'un simple chapeau à large bord. Les femmes modestes avaient posé sur leur tête les coiffes angevines bien empecées pour la circonstance. D'autres femmes, plus riches, portaient des châles lâchés dans le dos dont elles tenaient les bouts sur leurs bras avec cérémonie. Ces châles, bigarrés et flamboyants, semblaient étonner les quelques poules noires sur le fumier, les rares canards de la mare et les pigeons qui étaient réfugiés sur le toit de chaume de la métairie. Mais elle était bien en petit nombre, car beaucoup de ces volatiles avaient été oxy pour donner pitance au repas de la noce. Ma mère avait passé beaucoup de temps à plumer et à préparer les volailles. Tu oublies, ma Périne, que nous avions aussi tué le veau gras, une grande dépense pour nos parents. Mais il fallait bien faire honneur aux invités. Monsieur de Villeneuve, que Dieu garde son âme, m'a souvent raconté, tout comme nos invités qui s'en souviennent encore, qu'au bout de l'allée de houx, la métairie semblait attendre. Il sortait de ses portes et ses fenêtres ouvertes des odeurs agréables de mangeaille qui avaient été cuisinées par ma mère et mes sœurs. Tout cela ouvrait les appétits. Je me souviens d'autres détails. Le cortège était enfin parvenu à la gagnerie. Comme un serpent qui s'étend après une longue course, la suite des invités s'allongeait dans la cour. Les hommes pourléchaient leurs lèvres gourmandes. Les femmes tapaient sur leurs robes pour en faire tomber la poussière, déroulaient les rubans de leurs chapeaux et pliaient soigneusement leurs châles. Nous étions trop pauvres pour porter de si beaux habits. La table fut mise à 2 heures dans la grange décorée de draps tirés du trousseau de maman. On mangeait encore à 8 heures. C'est à ce moment
que les gâteaux de Savoie et les crèmes aux îles flottantes arrivaient, avant les rincettes de gouttes. Voilà qui nous donnait des forces pour danser une bonne partie de la nuit à la lumière des lanternes. Nous avons continué la fête pendant 2 jours. C'était une belle fête de noces. Vivement que Célestine se marie. On pourra sans doute manger et s'amuser aussi bien. Les nobles ne semblaient pas si méchants. Tu vois bien que tes copines t'ont raconté des sornettes. Nos relations avec les châtelains étaient simples. Quand, pour une bonne raison ou une autre, j'allais au château, on me faisait boire du vin. Et oui, chez nous, faire enivrer son hôte était d'une grande politesse. Oui, je m'inquiétais toujours de tes retours après tes visites au château. Tu avais toujours quelques grelots et des sauterelles sous ton chapeau à ton retour à la maison. Et puis, de temps à autre, Monsieur de Villeneuve et Madame s'invitaient chez nous. Nous mangions ensemble. Je mettais la poule au pot ou je faisais rôtir un lapin de la ferme pour satisfaire l'appétit de nos invités. Quelquefois, après les vêpres du dimanche, un bal se tenait au caseau, avec pour instrument le violon, la vielle à roue et la musette des musiciens de la paroisse. Le seigneur dansait avec les fermières, et madame faisait de même avec les fermiers. Le vin n'était point épargné, mais tout se passait avec ordre et décence. On respectait le seigneur du caseau, car personne ne se sentait humilié. Mais il est tard, les enfants. Au cours d'une autre soirée, votre père Alexis et votre mère Martine auront encore plein de choses à vous raconter. Mon père François, tu nous as parlé tout à l'heure de l'année 1793. Depuis 2 ou 3 ans, nous ne pouvions plus supporter le gouvernement de Paris, qui persécutait nos prêtres. Les républicains les avaient dépouillés de tous leurs biens. Ainsi démunis, nos braves prêtres ne pouvaient plus entretenir l'école, l'église ou soutenir les associations charitables. À un moment, ils ont même imaginé un calendrier révolutionnaire qui supprimait le dimanche et la fête des saints. Pour un peu, nous aurions pu appeler nos enfants carottes ou navets, selon leurs exigences. Et ce nouveau calendrier, qui voulait annuler toutes les traditions chrétiennes, avait remplacé les saints par des noms de légumes. Quoi? On aurait eu comme prénom un nom de légumes? C'est nul. Tu te rends compte, Célestine, ma pauvre sœur, tu aurais pu t'appeler Patate et moi Cornichon. Nous avons quand même de plus jolis prénoms aujourd'hui. Ah oui, c'était insupportable. L'abbé François Perret était favorable à la République. Il avait été nommé curé de la paroisse pour remplacer le prêtre, le père Coulommiers. On l'a reçu au Messurève avec des injures, on lui a jeté des pierres, car on le considérait comme un mauvais prêtre. Oh, je m'en souviens très bien. Le jour de sa première visite, j'étais dans l'église avec Perrine et plein d'autres femmes. Quand le Truton y est entré la première fois, il a fait son signe de croix avec l'eau du bénitier. Il n'avait pas fait 3 pas que nous avons vidé le bénitier qu'il avait pollué. Puis, nous l'avons nettoyé à grands coups de torchon purificateur. Le curé n'était pas content du tout. Il était rouge de colère. J'en ris encore après toutes ces années. Il nous a comparés à je ne sais quelle femme méchante, dont, paraît-il, parle la Bible. La République était en guerre contre toute l'Europe. Il fallait des soldats. En mars 1793, tous les célibataires de la région ont été convoqués au district pour être tirés au sort et partir combattre loin de chez eux. Du 3 au 15 mars, le tocsin a sonné dans tous les clochers des Mauges. Je suis parti avec la vieille pétoire de mon père combattre les républicains. J'étais accompagné de nombreux gars de la paroisse. Quelle époque! Nous avons livré beaucoup de combats, avec de fortunes diverses. Après la désastreuse bataille de Cholet, nous avons vu le château du Caseau brûler, tomber en ruine, et ses propriétaires étaient tués sur le champ de bataille de la Vendée. Nous étions mortes d'inquiétude. Nous vaquions aux travaux de la ferme. Nous préparions
onguents et remèdes avec les recettes de nos grands-mères, qui connaissaient bien les plantes guérisseuses. Nous mettions le vieux linge en charpie. Tout cela pouvait servir à soigner les blessures des combattants. Les temps étaient durs, mais nous avons bien servi la cause de Dieu et du roi avec ces modestes travaux. Quand vous êtes revenu de la bataille de Cholet en pleine déroute, j'étais de ces femmes qui ont mis votre courage en doute lorsque vous êtes passé par le Mai pour aller vers la Loire. J'étais une de ces femmes qui vous ont crié « Lâche, retournez au combat !» J'étais une de ces femmes qui vous ont entendu répondre « Nous n'avons plus de cartouches !» Sur cette réponse, nous avons toutes admiré votre courage et votre bravoure. Arrêtez. Tel que vous êtes partis, on en a pour jusqu'à demain. Allons, la journée a été rude. Le feu est en train de s'éteindre. Vous compterez la suite au cours d'une autre veillée d'hiver. On aura le temps. Nous ne sommes qu'en décembre et le printemps n'est pas encore là. Pourquoi s'arrêter? Papa, il faut continuer. Oui, raconte-nous encore pour que je puisse en parler avec les autres filles du lavoir. Taisez-vous, les enfants. Il commence à se faire tard. Tu as raison, Martine. Arrêtons. Oui, pour l'heure, il est grand temps de faire notre prière du soir. Nous allons remettre notre sommeil à la vigilance de nos anges gardiens, à la bonté de Dieu et à la protection de la Vierge Marie. Mettons-nous à genoux et prions. Allô ? Alors, voilà, merci beaucoup à l'Espace Delmayer, au créateur aussi, Jean-Louis Ménard.